Salut tout le monde, bienvenue à la troisième partie et dernière partie de la révision de l'atelier 7 pour INF 3135, automne 2024, démo 7, révision sur l'intra. Donc, dans la prochaine 20 minutes, une demi-heure, je vais énumérer et expliquer les réponses de l'intra 2019. Évidemment, je ne peux pas mettre les réponses sur GitLab ou sur quelconque autre plateforme parce que c'est des réponses qui sont de mon cru, ok, et qui ne sont pas du matériel de cours, ok. Par contre, ces réponses-là sont bonnes, puis voilà, ok. Donc, question 1.1, on vous dit quelle demande Unix parmi les suivantes permet de récupérer les lignes 6 à 10 inclusivement. On avait fait ça la session dernière, donc la réponse c'est B. Celle-ci. Donc, on a une première commande qui nous permet de prendre les 10 premières lignes du fichier, ensuite les 5 dernières lignes de ce fichier-là, puis de les mettre dans extrait.md, qui est la question. En 2, on dit quelle sous-commande Git parmi les suivantes permet de consulter l'historique d'un projet. En fait, c'est tout simple. La réponse, ça va être git log. Vous devriez probablement le savoir sans même consulter les choix de réponse, très honnêtement. Puis vous devriez probablement savoir aussi le sens de toutes les autres commandes qui sont ici, à part git history qui n'est pas une vraie commande git. Ok? Fait que je vous laisse avec ça pour réviser un peu. Ensuite, on vous dit considérer en 3, considérer le travail pratique 1 et les deux commandes suivantes qui donnent de l'information sur le contenu du dépôt. Donc on va pouvoir voir l'arborescence du dépôt ici avec la commande ici. Puis en particulier, le contenu du fichier makefile qui va être énuméré avec cette commande-ci. Okay? Fait que voici l'arborescence du fichier. Okay? On ne la regardera pas tout de suite. On va en premier s'intéresser par la question. Donc, on a parmi les expressions suivantes, laquelle devrait absolument se retrouver dans le fichier gitignore. Okay? Donc, il y en a qui sont facilement, on peut facilement exclure de ça. Donc, check.bat, qui va être un fichier de test, évidemment, on ne peut pas l'exclure. Readme.md, on ne peut pas l'exclure. Le makefile, on ne pourra pas l'exclure. Puis tandis que les autres, on va avoir un petit peu plus de mal à le faire. OK? Donc, c'est une question qui est, selon moi, un petit peu moins bien construite dans le sens que il y a plusieurs choses qui pourraient être la réponse. Okay? Par exemple, si le fichier exemple, on n'en a pas besoin puis on ne veut pas l'inclure sur Git, il pourrait se retrouver dans le gitignore. Même chose pour l'exécutable de test si on en produisait un. Okay? Alors que là, on n'en le produit pas. Okay? Notre fichier de test, ça va être test.bat, check.bat, pardon, qu'on n'aura pas besoin. Les fichiers in, évidemment les fichiers C, on va vouloir les garder sur Git, fait que ça va être important. Okay? Fait que la réponse du solutionnaire qui dit qu'il devrait absolument être là, ça va simplement être tournament, okay? Qui va être le nom de l'exécutable qui va être produit par la commande ici. Okay? Je pense que c'est une question qui joue un petit peu sur les mots dans le sens que ça devrait être, c'est pas la seule chose qui devrait se retrouver dans le gitignore, mais c'est une chose qui devrait absolument se retrouver dans le gitignore pour pas que Git tienne compte du fichier exécutable tournament. Okay? Donc ça, c'était la réponse pour le point 3. Ensuite, on vous dit en 4, considérez les déclarations suivantes. Là, on vous déclare une structure répertoire que je vous laisserai regarder à votre temps, que vous avez probablement déjà regardé si vous avez déjà fait des exercices. Puis on a une structure fichier qui est référencée dans le fond ici, okay? Plus haut dans le répertoire. Donc on a des structures fichiers qui sont présentes là. Okay? Puis là, donc on déclare finalement à la fin une structure répertoire qu'on appelle rep. Okay? Finalement, la question c'est quelle instruction C permet d'afficher la sortie standard, le nom du premier fichier contenu dans le répertoire référencé par la variable rep. Okay? Là, donc, on a un petit peu de travail à faire. Ok? Ça va être une question beaucoup de syntaxe. Ok? Donc là, ce que vous allez voir, c'est que dans le fond, on utilise le point ici, puis la flèche là, puis on a des mix ici, là, à travers ça. Ok? Donc, quelle syntaxe devrait être la bonne?
OK? Donc, premièrement, on va falloir se demander, dans le fond, euh, dans quelle structure de données on va aller jouer en premier. OK? Puis, ça va être quoi? Est-ce que ça va être un pointeur ou non? OK? En l'occurrence, rep aussi, ou pour répertoire, là, ici, n'est pas un pointeur. Donc, on va commencer par utiliser un point. OK? C'est cette syntaxe-là qui est utilisée quand on n'a pas un pointeur. OK? Donc, C et D ne seront pas les bonnes réponses. OK? Finalement, pour la deuxième partie, OK, pour accéder au nom, OK, on va se demander si on utilise la flèche ou le petit point ici. OK? Fait que pour ça, il va falloir voir c'est quoi le type de fichier ici. OK? C'est quoi, est-ce que fichier est un pointeur finalement? Puis la réponse, c'est que oui, fichier est un pointeur ici. Quand il a été déclaré comme ça, il a été déclaré comme un pointeur, donc il va falloir le traiter ainsi, donc avec la syntaxe flèche. Et puis, vous pouvez voir que finalement, c'est A la bonne réponse. OK? Euh, OK, parfait, pas trop compliqué. Maintenant, en 5, parmi les fonctions suivantes de la bibliothèque string.h, quelles sont celles qui sont vulnérables à l'écriture sur des zones de mémoire non réservées? Encercler toutes les réponses qui s'appliquent. OK? Donc, ce qu'il va falloir faire, dans le fond, c'est se demander lesquelles de ces fonctions-là sont sensibles d'écrire sur des zones de mémoire qui ne sont pas réservées. OK? Euh, la réponse que j'ai ici, là, que vous pouvez voir en 5 ici, c'est celle du corrigé. Okay? Par contre, la vraie réponse, c'est que C, D et E fonctionnent aussi. Okay? C'est pour ça que, dans le fond, que moi, ma réponse diverge ici. Parce que, dans le fond, string comparison, ça va juste retourner un integer, je crois, pour dire si les deux strings sont pareils. String length va retourner un integer qui va nous dire la length du string. Okay? Mais donc, string concatenate va, premièrement, pouvoir écrire dans une zone de mémoire non réservée si on cherche à écrire le string dans une zone de mémoire trop petite pour la concaténation des deux strings qu'on veut faire. OK? Donc, elle, ça va être une des réponses déjà. String copy aussi, donc si on veut copier un string dans un espace de mémoire soit trop petit, soit déjà occupé, donc celle-là aussi. Puis, même chose pour string duplicate. String copy et string duplicate, techniquement, font relativement la même chose en fait. Il y en a un qui le duplique, puis il y en a un qui le copie. Mais les deux vont être sensibles d'écrire sur des zones de mémoire qui ne sont pas réservées. OK? Donc, voilà. Puis, donc, ça serait C, D et E les réponses, même si le corrigé mentionne pas D. OK? On peut passer à la question 2 maintenant. Donc, voilà. Donc, question 2. On va considérer le fichier suivant. Par contre, juste après avoir s'être demandé c'est quoi la question numéro 1. OK? Question numéro 1. Quelle est la commande qui permet de compiler le programme examen.c CO et produire uniquement un exécutable nommé examen avec le standard C99? Ça, vous devriez tous l'avoir. C'est absolument inexcusable si vous n'avez pas cette réponse-là. Voici la commande de compilation. Okay? Donc, on a GCC. Ensuite, on peut mettre le tiret standard C99 où C est égal à 11. Je pense qu'on veut dans vos TP, peu importe ce qui vous est mentionné. Ensuite, le tiret O avec le nom de l'exécutable, puis finalement le fichier C à compiler. Okay? Donc, voilà. En B, on se dit, en supposant que l'exécutable examen a été produit correctement et qu'un entier occupe 4 octets, ce qui va être important d'ailleurs pour à l'intérieur de ce numéro-ci, qu'affiche la commande suivante sur la sortie standard. Donc, on a examen, qui est le nom de l'exécutable, qu'on voit exécuter avec le point /. Ensuite, on a un premier string qui est un petit tour, comme ça. Ensuite, on a un deuxième string de, un troisième string BMW, quatrième x3, puis cinquième m. OK? Donc, essayons donc de voir comment on arrive à la réponse qui est ici. Okay? Donc, premièrement,
on inclut standard.io, qui est notre bibliothèque pour faire des printf, ce qui est OK. Puis on définit la variable suivante, message, qui va être un string, qui va appeler casino. OK? Ensuite, on a un enum jour qui commence à lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. OK? On va voir quand est-ce que ça va nous servir ça. OK? Mais rentrons directement dans le main, OK, où on prend le argument count puis un tableau d'arguments, en fait, de pointeurs vers des caractères d'arguments pour en entrer. OK? Puis ensuite, on va déclarer la première chose suivante, qui est le jour J, qui va être jeudi. OK? Donc voilà, pas de problème avec ça. Puis ensuite, on va vouloir faire un print S, donc pour un string, avec la variable message, CO. Est-ce que ça va marcher? Oui, ça va marcher très très bien. On n'a pas de retour à la ligne, fait qu'on va rester sur la même ligne, puis on va juste imprimer casino tout en majuscule ici, comme ça, tel qu'on l'avait déclaré ici en haut. Pas de problème avec ça, on peut continuer. Donc, printf, on va insérer ici une tabulation, ok? Puis ensuite, on va insérer un autre string qui va correspondre à l'argument 0 de notre programme, ok? Donc, on va faire une tabulation, c'est ça que vous pouvez voir ici, juste avant le point, comme ça va être une tabulation. Puis ensuite, on a le premier argument de notre programme. Premier argument de notre programme, j'en ai souvent parlé en démonstration, ça va toujours être le nom de l'exécutable ici. Donc, point/examen. Okay? Donc, c'est ça que vous voyez ici. Ensuite, on a dans notre troisième printf, on a un retour à la ligne, on a un plus qui va s'insérer là, qu'il n'aurait pas fallu oublier. Puis ensuite, on va vouloir prendre pouvoir imprimer un integer avec le argument count. Juste une petite question pour vous demander si vous êtes en mesure de compter les arguments comme il faut en C. Puis la réponse va être ici, ça va être 6. Fait que ça va être mon premier argument, indice 0, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième avec M. Donc il va y avoir 6 arguments. Pardon. OK. Ensuite, maintenant que ça va être fait, puis qu'on n'a pas d'autre retour à la ligne de fait, on va pouvoir passer à notre for loop ici. Dans le for loop, on a la chose suivante. On a un integer i qu'on n'a pas déclaré encore, qu'on déclare ici. Tant que c'est plus petit que le argument count, qui est 6, qu'on avait déjà déterminé, moins 1, donc 5. Tant que i commence à 1 jusqu'à 5, ok? Puis on va faire i++, ok? Donc, pas jusqu'à 5, je m'excuse, ici, jusqu'à 4, ok? Parce que, donc, si on a 6 moins 1, ça fait 5, puis on veut que i soit strictement plus petit, donc on va faire pour les arguments i à 4, vous allez le voir plus bas ici, ok? Mais on va le faire pour cet argument-ci, 1, 2, 3 et 4, ok? Donc, ce qu'on va faire justement pour chacun de ces arguments-là, c'est printer le caractère qui correspond à la chose suivante. Donc, on va aller chercher l'argument i, ok? Donc, les arguments 1, 2, 3 et 4. Puis, on va aller chercher le caractère qui se trouve à l'indice 1, ok? Donc, on va le faire progressivement, ok? Puis, on va les imprimer à l'intérieur de ça, ok? Puis, pas oublier que à chaque fois qu'on va faire notre loop, ok? On va juxtaposer ces choses-là. Okay? Donc, ce qu'on va faire en premier, c'est imprimer notre i est égal à 1. Okay? Puis on va aller chercher le deuxième caractère. Donc, le deuxième caractère, ça va être n. Puis c'est ça que vous voyez ici, highlighté là, et ici. Okay? Fait qu'on imprime ça. Deuxième for loop, on va imprimer e, qui va être le deuxième caractère de notre ou de notre argument plutôt indice 2. Qui va être ça ici, donc deuxième caractère là. Même chose pour BMW ici, qui est notre troisième. Et voilà, comme ça ici. Puis finalement, notre dernier print qu'on va faire, ça va être 3 pour deuxième argument de ça ici. OK?
Finalement, dernier printf qu'on a à faire, on a un retour à la ligne qu'on va faire, donc on change de ligne, puis on va vouloir imprimer un integer. Ensuite, on a un petit print de ça ici, puis un autre print de ça ici, puis, puis on va faire return 0 pour que ça marche. Puis donc, on va vouloir imprimer J, le size of J, puis le size of un unsigned integer. OK? Donc, puis est-ce que... ouais, non, c'est ça, c'est bon. OK, donc J, pourquoi est-ce qu'on va vouloir l'imprimer en forme de décimale, ou pas de décimale plutôt, de integer? Donc, J, pourquoi est-ce que ça va correspondre à 3, comme vous voyez ici? OK? Ben, en fait, ça va correspondre à 3 parce que on interprète les enums comme ayant la valeur 0, 1, 2, puis 3. Donc, étant l'indice 3, il y a la valeur 3. Donc, voilà. OK? Ensuite, size of J. OK? Size of J, pardon. On peut déterminer que cet enum-là a une taille de 4 octets aussi parce que, en fait, il correspond à un integer. OK? On avait déjà défini ça, je pense, en classe, que on pouvait interpréter les enums comme des integers finalement. Puis c'est ça qui va arriver ici. Puis en fait, on vous demande ensuite c'est quoi la taille d'un unsigned integer. Puis comme on vous le mentionne ici encore, ben, en fait ça va être 4 aussi. Et c'est comme ça qu'on arrive à la totalité de notre programme. Donc voilà, puis peut-être juste ignorer le petit apostrophe ici. OK? Donc voilà. OK, parfait. On va pouvoir passer maintenant à la question 3, où on vous dit corriger les erreurs s'il y a lieu dans le programme suivant. Il doit compiler avec succès et sans avertissement avec le flag wall, puis annoter directement le code source avec les corrections. Il a été aéré pour vous laisser la place pour écrire. Ici, vous auriez pu avoir quand même plus qu'une réponse, dépendamment de comment vous auriez pu corriger votre programme. Je pense que Serge va être très gentil là, en corrigeant ses examens avec ça, c'est certain. Mais voici une liste de corrections qu'il aurait fallu. Okay? Puis ils sont en ordre quand vous auriez dû les mettre à l'intérieur du texte. Okay? Premier indice que vous aviez, c'est que la ligne 1 était vide. Okay? Fait qu'il aurait fallu premièrement inclure ça ici. Qui est l'include pour standard IO parce que finalement on va faire des printf en fin de programme. Deuxièmement, le mot type-define doit être remplacé par type-def. Type-define, je pense qu'on n'a jamais vu ça en classe, donc pas de raison que ça soit valide ici. Okay? Ensuite, on déclare une structure qu'on appelle .s. Là, ici, c'est toujours OK. On a le premier champ qui est un X, puis on a le deuxième champ qui est un Y. Il va juste manquer un point virgule après ça ici. OK? Ensuite, on va pouvoir rentrer dans notre fonction main, puis commencer à faire les corrections. OK? Donc, ça ici, c'est correct comme ligne. Par contre, il va manquer une petite étoile ici pour dire que c'est pas un tableau de char, c'est un tableau de pointeur vers des chars. Okay? Donc, il faudrait potentiellement le corriger. Okay? Ensuite, ici, ça va être OK parce qu'on crée un tableau de integer avec 3 espaces qu'on va initialiser. Il va juste manquer un point virgule à la fin. Okay? Donc, c'est ça que vous voyez en 4 ici. On vous dit en 5, il faut réserver de l'espace mémoire pour la variable 1. Okay? Ce qui est en effet vrai parce que, dans le fond, on ne peut pas juste déclarer un pointeur comme ça. Il va falloir lui allouer de la mémoire. Donc, il faudrait le faire avec une fonction d'allocation de mémoire. Ce qui n'est pas un problème que vous aurez si vous n'avez pas encore vu, évidemment, les fonctions d'allocation de mémoire. Donc, ensuite, on est en 6. Est-ce qu'il faudrait ajouter un point S, un struct devant point S? Ça, évidemment, c'est une particularité de C. Donc, faut dire quand on déclare une structure de données, faut dire que c'est une struct.s
qu'on va déclarer quand on va faire notre pointeur PT. OK? Puis est-ce que, en fait, ça va être juste une structure donnée, ça ne sera pas un pointeur, pardon. Ensuite, on avait dit, on a un type, en haut, on avait dit, on avait fait un type def qui est juste un alias pour un integer qu'on appelait uint. Okay? Ça, il faudrait le mettre tout en majuscule pour que ça corresponde à ce qu'il y a à la ligne 5. Okay? Ensuite, variable 1, okay? Il faudrait ajouter un pointeur, okay? Pour lui affecter la valeur 1, okay? Parce que quand on manipule les pointeurs, il faut soit faire une référence, soit utiliser l'éperluette, soit utiliser la petite étoile devant pour signifier que c'est un pointeur puis qu'on utilise sa valeur, qu'on veut lui assigner une valeur en fait. Ok, donc c'est ça, ok. On est rendu à 9. Pour initialiser les champs X et Y de PT, il faut utiliser l'opérateur point plutôt que tiret. Fait que, donc, PT étant... pardon. Ouais. On n'avait pas décrit... Est-ce qu'on avait... Non, je pense qu'on ne l'avait pas fait devant .s. Donc, dépendamment de si notre structure ici, .spt, est un pointeur, ce qui devrait l'être, parce que quand on utilise d'habitude la formulation pt, c'est vraiment pour les pointeurs. Donc ici, il faudrait utiliser, si on avait mis ça comme pointeur, on pourrait laisser ça comme ça ici, ok? Comme ça ici. Mais sinon, il faudrait utiliser la syntaxe point si on a juste défini une struct .spt. OK? Fait que ça, c'est dépendamment de ce que vous avez décidé de faire. Si vous avez décidé, dans le fond, de ne pas ajouter ça comme pointeur, ça, c'était correct comme ligne. Puis si vous avez décidé de laisser ça comme ça, juste une struct.spt, il faudrait ajuster ça avec deux points ici, entre pt et x et y. OK? OK. Finalement, ligne 30 pour le printf. Donc, on ne peut pas juste faire des prints comme ça, comme ça. Il va falloir mettre des signes de pourcentage pour les imprimer. Okay? Puis on ne va pas juste pouvoir faire ça comme ça ici, comme ça. Donc, il faudrait remanier la ligne comme ça ici. Donc, si var 1 étant un int, il faudrait avoir un pourcentage d probablement. Puis pointeur x et pointeur y, même chose. OK? C'est bon. Si variable 1, en fait, est un pointeur comme on le veut, il faut aller chercher sa valeur et non aller chercher sa référence, okay? Ce qui serait le cas ici. OK? Puis, donc, OK. Puis encore dans le premier affichage, il faut utiliser l'opérateur point plutôt que tiret pour accéder au champ de PT. Encore une fois, ça va dépendre de ce que vous avez fait ici, okay, à la ligne 22. Finalement, dernière ligne, dernier printf, donc à la ligne 32, on a l'adresse de la variable b est pourcentage p avec un retour à la ligne, puis là ensuite on a p ici. OK? Puis là, on vous dit, dans le deuxième affichage, il faut utiliser l'opérateur d'adressage l'éperluette, okay, pour récupérer l'adresse de B. Okay? Donc, tout simplement, okay, si on veut l'adresse de B ou l'adresse de la variable B, okay, il faudrait utiliser l'éperluette. Puis finalement, vu qu'on a un main, okay, il faudrait retourner 0. Okay? Donc, finalement, je vous montre le code après correction, okay, qui commence ici, okay, que j'highlight en ce moment comme ça, qui inclut les corrections que je vous ai fait faire. Évidemment, il y avait d'autres options, vous auriez pu avoir quelque chose de différent, okay? Puis voilà, ok. Dépendamment évidemment de comment vous avez structuré votre code, ok? Ce que vous avez décidé de faire avec les pointeurs et pas les pointeurs, ok? Donc, question 4. Question 4, on vous dit écrivez un makefile le plus gros possible qui compile un programme nommé projet.c
et produit un exécutable nommé pro. Vous devez exprimer toutes les dépendances et vous assurer que le fichier source est disponible. On s'attend à ce que la commande make produise le fichier exécutable pro. De plus, proposer une cible permettant de supprimer les fichiers qui ont été produits par la commande make. Plus précisément, on s'attend à ce que la commande make mr proper, ou ça, comme ça, nettoie le répertoire de tous les fichiers génériques. Okay? Makefile qui devait être produit était vraiment pas très long. Okay? Je vous le montre ici. Okay? On a une cible principale, okay, qu'on va appeler pro, okay, ou qui va juste être exécutée quand on va faire la commande make. Okay? Puis qui va s'appeler justement pro. Okay? Ça va être notre cible principale. De l'autre côté du deux points, on exprime les dépendances. Donc, on s'assure que le fichier projet.c est présent. Puis ensuite, en fait, pour les instructions de préparation, pour la recette plutôt de notre site principal, on a la commande suivante, gcc, avec le "-o" pour notre exécutable. Ensuite, on a la variable signe de dollar A commercial. Je ne sais pas si elle a un nom, mais en tout cas, elle représente le nom du fichier de sortie. En l'occurrence, la première chose qui est ici. Okay? Fait que c'est un alias que vous pouvez utiliser, ou c'est aussi correct si dans vos makefiles en général, vous auriez mis juste pro ici. Okay? Même chose pour ça ici, mais en fait, ce qu'on veut mettre, c'est qu'on veut signifier des dépendances qui sont ici, donc ce qui est après le deux points ici, en l'occurrence, juste projet.c. Okay? Fait que la commande ici au complet, elle serait élaborée comme gcc-o pro projet.c, tout simplement. Ensuite, notre tag phony, ça nous permet en fond de défaire l'ambiguïté entre les fichiers et les cibles, okay, à produire. Fait que là, on fait juste y déclarer qu'on a une cible supplémentaire qu'on va faire, qui est celle-ci. Okay. Puis ensuite, on peut y donner la recette. Donc, la voici. Okay. Elle n'a pas de dépendance, comme vous pouvez voir. Okay. Puis, voici la recette. Sa recette est tout simple. On va faire un rm-rf pro, qui est le nom de l'exécutable produit CO. Et voilà, un makefile relativement complet en 5 lignes. Okay. J'espère que ça a été compris. Je pense que c'était ça aussi un point relativement facile. OK? OK, dernier numéro. Ça, c'est un numéro qui revient souvent, que je pense que j'ai fait là, énormément dans énormément de classes, puis qui est super intéressant. Puis je pense qu'il est vraiment important pour vous, au moins de donner un bel essai à l'intérieur de ça. Je pense que vous seriez capable là, en masse de le faire si vous vouliez. Donc, ce qu'on vous dit, question 5 et dernière question. En informatique, une structure de données utile est la liste circulaire. Il s'agit essentiellement d'une liste doublement chaînée, donc une liste où tous les nœuds ont une référence au nœud d'avant puis au nœud d'après. Okay? Ayant la propriété additionnelle que le premier nœud et le dernier nœud sont reliés, comme s'ils étaient consécutifs. Donc voici une représentation schématique d'une liste circulaire dans l'ordre des caractères avec les caractères Gattaca, qui est une référence là, assez obvious au film Gattaca. Que si vous ne connaissez pas, je vous suggère, c'est quand même pas un mauvais film. Mais toujours en est-il qu'on a une représentation très gentille là, de comment cette liste de données-là, structure de données-là marche avec les 5 ou 6 nœuds Gattaca. Okay? Donc, voilà. Donc, on vous dit plus concrètement, en C, un nœud d'une telle liste est représenté grâce à la déclaration suivante. Donc, on fait un nœud, okay, ou on déclare un node, où on a la valeur qui va être un char, simplement. Ensuite, on déclare un structure node qui va être un pointeur vers le nœud d'avant, puis un structure node qui va être un pointeur vers le nœud d'après. Okay? Tout simplement, cette structure-là, elle va être commune à toutes les listes doublement enchaînées. Puis, vous devriez être familier avec ça là, bientôt. On va s'en servir beaucoup, dans la deuxième moitié du cours. Donc, dans la figure, les flèches pleines correspondent au pointeur next, puis au pointeur previous. C'est assez élémentaire, si vous voulez, si vous regardez là, en haut le schéma. Okay? Un curseur d'une liste circulaire est simplement un pointeur vers un des nœuds. Okay? Dans l'exemple ci on pourrait avoir, par exemple, un curseur qui pointe vers le nœud le plus à gauche de la liste circulaire.
vous allez voir, on va pouvoir le mettre n'importe où, notre curseur, pour les besoins de la cause. OK? Euh, Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un curseur en fait? Puis pourquoi est-ce que cette notion-là existe alors que dans une liste doublement enchaînée, on n'aurait pas un curseur? C'est parce que il faut désigner, on ne peut pas désigner le premier nœud. Comme ça, c'est dans une liste circulaire doublement enchaînée, on ne peut pas avoir une telle chose euh, un premier nœud. OK? Donc voilà. OK? Euh, donc, dans cette question, vous devez compléter l'implémentation des fonctions permettant de manipuler une liste circulaire contenant des caractères. Plus spécifiquement, considérez le fichier circular.c, qui est plus en bas, suivant dans lequel les fonctions sont implémentées alors que d'autres sont incomplètes. Prenez le temps de bien lire toutes les déclarations, incluant la documentation docstring, expliquant le comportement attendu de chaque fonction. OK? Donc, voilà, je ne passerai pas avec vous toutes les déclarations qui sont à l'intérieur de celle-ci. Je vais juste faire celles qui vont nous importer, OK, dans chacune de nos réponses, OK, parce que c'est quand même un très long fichier, puis vous allez voir qu'on fait beaucoup d'opérations, tout ça, puis voilà, OK. Donc, on souhaiterait avoir le comportement suivant lors d'exécution. C'est juste pour régir un petit peu votre implémentation des méthodes qu'on va vouloir que vous fassiez. Puis, on vous demande finalement d'implémenter les fonctions suivantes. Donc, pour 6 points, en premier, on veut la fonction circular is empty. OK? Donc, on va retrouver cette fonction-là à l'intérieur de notre corrigé. OK? Puis, la voici. OK? À l'intérieur de le fichier-là, elle est ici. OK? Fait que ce qu'on vous dit, je vais zoomer un peu plus. Tiens, 100%. OK, voilà. On vous dit returns true if and only if a circular list is empty. Okay? Après un paramètre CL, qui est une circular list, okay? Qui va être notre structure de données. Donc. Puis true if the list is empty and false otherwise. Okay? L'implémentation, comme vous pouvez voir là à droite, est extrêmement simple pour 6 points. Okay? Fait qu'on a juste à aller voir comment une liste circulaire est construite. Okay? Puis on a la suivante. Okay? Donc, une structure list, ça a deux champs. Okay? Donc, une structure node, un pointeur en fait, qui s'appelle curseur vers notre structure node, puis un unsigned integer, nombre d'éléments. Okay? Tout simplement, okay? On n'a même pas besoin d'aller jouer avec le curseur ou de se promener dans notre liste circulaire si on veut déterminer si elle est vide ou non. Tout ce qu'on a à faire, c'est à accéder au deuxième champ, celui qui s'appelle num élément, puis finalement, de vérifier s'il est égal à 0. Okay? Puis c'est l'implémentation que vous voyez ici, qui est tout à fait correcte. Okay? Fait que pas plus compliqué que ça. Vraiment, vraiment facile. Minimalement, vous devriez avoir ça. OK? Ensuite. On vous dit pour 8 points, de faire un circular print. OK? Pour faire le circular print, il va falloir plusieurs informations qu'on va aller chercher. Okay? La première, en fait, c'est que quand on va vouloir imprimer, okay, on va vouloir une liste circulaire ou doublement enchaînée circulaire, on va vouloir l'imprimer dans ce format-là. Okay? Donc. Euh, Trouvons notre liste circulaire. Donc, circular pop, ça va être la troisième fonction. Circular insert, circular print. OK? Donc, voici, on vous dit print the n first element of a circular list to standard out, starting from the current node cursor. Since the list is circular, n can be larger than the number of elements in the list. OK? Fait qu'évidemment, donc, si dans le fond, on a une liste de 5 éléments, ou 6 éléments comme dans la liste enchaînée Gattaca qu'on a. Okay? Si on vous dit, par exemple, imprime 18 éléments, ben, ça va être facile. Je vais juste imprimer 18 éléments en faisant le tour 3 fois. Okay? Tout simplement. Okay? If the list is empty, then it prints rien. Okay? Comme ça ici.
whatever the value of n is. Okay? Pour les paramètres, en fait, qui sont toujours à vérifier évidemment avant de se mettre à élaborer une fonction comme celle-ci, okay? Ça va être de regarder ce qu'on va vouloir faire. Fait qu'évidemment, on va avoir notre pointeur vers notre structure liste circulaire, okay? Qu'on ne voudra pas modifier, de là la mention constant ici. On va avoir un unsigned integer n qui va être le nombre d'éléments à imprimer. Okay? Puis on va avoir un boolean qu'on va appeler forward qui va être true. Si true, on va vouloir imprimer next, 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 next. Pardon, si c'est false, on va vouloir imprimer previous, previous, previous. OK? Tout simplement. OK? Donc, pas plus compliqué que ça. Je vous montre l'implémentation, okay? Qui est à peine une couple de lignes ici. Donc, la voici. Donc, on commence par imprimer une première parenthèse pour l'ouvrir, okay? Puis une dernière parenthèse pour fermer. Okay? Un petit peu comme on vous disait là, s'il n'y a pas d'éléments à imprimer, on imprime juste ça comme ça. Okay? Facile comme ça. Ensuite, n, on va lui associer la valeur suivante. Okay? On va dire c'est égal, si n est égal au nombre d'éléments 0, on va lui assigner la valeur 0. Sinon, on va lui donner la valeur de n. Okay? Donc, pas plus compliqué que ça. Ensuite, on va avoir un for loop de i est 0 jusqu'à i est plus petit ou égal à n. Okay? Donc, n étant le nombre d'éléments ici. Okay? Puis, on va itérer sur de i est égal à 0 jusqu'à n en faisant i++ à chaque fois. Okay? Pour voir ça, okay? Donc, pour imprimer le node sur lequel on est en ce moment, on a juste à aller sur le current node, okay? Puis aller chercher sa valeur à l'aide de l'opérateur petite flèche ici, parce qu'évidemment, on a un curseur. Okay? Donc, ensuite, on va pouvoir aller modifier le current pour... on va pouvoir aller chercher, dans le fond, le nœud suivant à imprimer avec l'opérateur ternaire suivant, pardon, qui dit que si ça c'est true, on va aller faire ça ici, comme ça. Sinon, on va aller faire ça ici, on va aller chercher le previous, comme ça. Puis là, on va faire ça n fois, et qui est le nombre de fois le nombre de integer, le n qu'il faut imprimer. OK? Tout simplement. Fait que ça, c'est une manière très, très, très rapide, dans le fond, d'y aller. Avec, dans le fond, d'aller chercher le nœud qui est pointé par le curseur, puis d'itérer, dans le fond, à chaque fois. Ça nous permet de ne pas déplacer le curseur là, dans notre liste, puis d'itérer vraiment facilement là, en quelques lignes. Okay? Il y aurait d'autres implémentations qui sont possibles par rapport à ça. Moi, je vous encourage, là, si vous avez d'autres solutions que vous pensez qui sont bonnes, ou qui sont peut-être plus complexes, ou moins complexes, en plus de lignes, peu importe. Moi, je vous encourage, dans le fond, juste à prendre le code qui vous a été donné à l'intérieur de l'examen, de le copier-coller, puis de le formater dans un fichier C, puis d'essayer de le faire fonctionner. OK? Donc, voilà pour la fonction print circular list, ou circular print plutôt. Puis, en fait, on a notre avant-dernière fonction, donc circular pop. Donc, celle-là, juste avant de commencer, ça serait bien de savoir ce qu'est un pop. Okay? Donc, pop, c'est quand on va vouloir retirer et imprimer une fonction, ou un nœud, ou un élément d'une liste. Okay? Donc là, ça va probablement pas être le premier ni le dernier élément, mais probablement l'élément pointé par le curseur. Puis ça, on va pouvoir aller le confirmer tout de suite en allant regarder les commentaires sur notre fonction. Donc, voici les commentaires. On nous dit pops the current value at the cursor from a circular list. Donc, mon intuition était correcte. On nous dit aussi, en d'autres mots, ça enlève le nœud qui est pointé par le curseur from the circular list, puis ça retourne le caractère qui est contenu à l'intérieur de celui-ci. Okay? Donc, à l'intérieur d'un nœud, on se souvient qu'on avait sa valeur, on avait le nœud suivant que ça pointait, puis le nœud previous que ça pointait. Okay? Retirer un nœud, ça va être plus compliqué que juste retourner sa valeur simplement. Okay? Il va falloir modifier les références pour que
dans le fond, le prochain de ce nœud-là, qu'on est en train de popper ou d'enlever, ils deviennent le next du previous, puis que le previous devienne le next du previous, ou du celui d'avant. Peu importe. Vous allez comprendre facilement quand on va le faire. OK? Note, if the list is empty, caractère point d'interrogation devrait être retourné sur standard error. OK? And an error is returned sur standard error. Okay? Fait que les paramètres qu'on va prendre, évidemment, on va retourner notre caractère qui va être la valeur de notre nœud. Okay? Puis on va prendre évidemment la liste circulaire qu'on va vouloir, dans laquelle on va vouloir popper le nœud. OK? Ouais, voilà. OK. Fait que, essayons de la trouver. OK? Donc, circular pop. Donc, premièrement, bon, la voici, là, la fonction. Fait qu'on vous dit ici, si la liste n'est pas empty, voici ce qu'on va faire. On va s'y concentrer tantôt. Ensuite, on va faire un else. On a un fprint sur la sortie d'erreur, comme on voulait. Donc, si dans le fond, si notre liste est vide, comme on a implémenté tantôt, donc avec la fonction circular is empty. Okay? Si la liste est vide, en fait, on va pouvoir imprimer sur standard error puis retourner un point d'interrogation. Okay? Tout simplement. OK. Si donc notre liste n'est pas vide, on va pouvoir initialiser un nouveau nœud, okay, pour manipuler le curseur. Okay? Donc on va faire ça comme ça, avec cette première ligne-là. Ça, c'est pas trop compliqué, c'est exactement comme on l'avait fait avant. Ensuite, on va aller chercher la valeur de ce nouveau nœud-là. Okay? Ou plutôt la valeur qui est pointée par notre curseur. Okay? Donc, on va faire ça avec la syntaxe suivante. Okay? Vous vous en doutez, on va aller chercher le nœud curseur, puis ensuite on va aller chercher sa valeur avec ça très, très facilement. Ensuite, on va changer le curseur d'endroit. Okay? C'est-à-dire que le nœud qui était pointé par le curseur, on va s'en débarrasser, on va pointer directement sur le nœud next de celui-ci, okay? Pour qu'on puisse le déliter sans perte de référence, okay? Ou qu'on puisse le supprimer sans perte de référence. Okay? Donc, ça, c'est ce qu'on va faire. Donc, notre pointeur pointe vers le node next, ou le prochain nœud, plutôt. Puis là, ensuite, on va aller chercher le node previous, okay? Dans le fond, l'attribut de notre nouveau curseur, ok? Donc celui-ci, on va aller chercher son previous à lui, puis on va y attribuer le node previous de notre nœud temporaire là, ici qu'on a fait. Ok? On va faire la même manœuvre dans le fond, mais au contraire. Fait qu'on va remplacer ça par next, puis ça par next, pour que dans le fond, on saute par-dessus notre nœud curseur, ok? Ou notre nœud qui était originalement le curseur, ok? Puis finalement, en fait, vu que on n'a plus de référence, il n'y a plus aucun nœud à l'intérieur de notre liste circulaire qui référence notre nœud, ben là, notre nœud temporaire, en fait, ou notre nœud qui pointe, notre structure node, ou notre pointeur qui pointe vers notre nœud à popper, en fait, on peut le libérer, ou libérer l'espace en mémoire qu'il prend. Okay? Puis finalement, on peut retourner. En fait, on peut diminuer la valeur du nombre d'éléments de notre liste circulaire, okay? Avec ça ici. Puis finalement, comme le veut la signature de notre fonction, on va retourner un caractère, tout simplement. Okay? Donc voilà pour cette fonction-là, donc circular pop. Elle n'était pas particulièrement compliquée non plus. Je sais que, tu sais, avec 5 pages de code, ça peut faire relativement peur. Mais tout ça, c'est relativement facile. Puis vous allez voir plus tard dans la session, on va en parler beaucoup de comment on ajoute et comment on enlève là, des nœuds à l'intérieur de certaines structures de données. OK? Donc, finalement, il nous reste une fonction. Ça va être circular shift. OK? Salut, désolé pour le petit contretemps qu'on a eu. La solution que j'avais originalement mis dans mes notes était pas la meilleure. Donc, je la reprends ici. Okay. Fait que, donc, on va vouloir composer la fonction circular shift. Okay.
puis on va vouloir déplacer le curseur de i éléments dans notre liste. Okay? Donc, si la liste est vide, on va rien vouloir qui arrive. Donc, on va laisser ça comme ça. Puis, ça va nous donner notre premier if case. Donc, on va dire si notre liste est vide, on va absolument rien vouloir qui arrive. Donc, on va laisser ça vide, puis on rentrera jamais, dans le fond, dans le core de la fonction, puis il n'y a rien qui va se produire. OK? Fait que, donc, ça, c'est déjà un cas qui est géré, puis que vous pouvez gérer facilement, même si vous n'avez pas une compréhension totale de ce qu'il faut que la fonction fasse. OK? OK. Ensuite, on vous dit si i est plus grand que 0, ben, le curseur devrait bouger de i élément forward, puis s'il est plus petit que 0, il devrait être bouger de i élément backwards, donc dans la direction inverse. OK? Donc, voici comment on va faire ça. OK? Donc, on va premièrement vérifier si i est négatif ou finalement si i est positif. OK? Puis on ne va pas vouloir le convertir, ça c'est pas vrai. OK? Fait qu'on va dire if i is positive. OK? On va pouvoir rentrer dans notre if case là. Sinon, on va aller dans le else, puis vous allez voir que les deux sont relativement similaires. Okay? Fait que, on va rentrer tout simplement, on va le faire d'une manière ultra simple. Okay? On va le faire avec un if case, ou un for loop plutôt, pardonnez-moi, où on va déclarer une variable j. Okay? Puis là, on devrait probablement mettre ça k juste pour éviter la confusion, en fait. Okay? Et voilà. K comme ça. Puis là, on va utiliser j. Okay? Puis fait que là, on devrait faire, dans le fond, pour j est égal à 0, donc l'indice du curseur, tant que j est plus petit que i, qui est le nombre de fois qui devrait être shifté, okay? On va augmenter j. Okay? Puis donc, on va prendre notre curseur, comme ça ici, puis on va le mettre à next. Okay? On va tout simplement pointer vers le curseur next. Okay? Même chose si on est dans l'autre sens, en fait. On va pouvoir prendre notre curseur puis le mettre à previous. OK? Tout simplement, on va prendre notre curseur ici, puis on va le mettre à la référence de previous. Puis on va faire ça dans le fond i fois, où i est le nombre de fois que notre curseur devrait être shifté ou déplacé par l'avant ou par l'arrière. Okay? Vraiment pas une fonction qui est compliquée. Okay? Vraiment, avec deux for loop comme ça, on peut s'éviter énormément de troubles. Puis, dans le fond, tout ce qu'on a à vérifier, c'est si i est positif ou négatif. OK? Donc, on va juste faire ça de même, comme ça, pour la compléter. Fait que, donc, si i est positif, plus grand ou égal que 0, ça veut dire que si i est plus petit ou égal à 0, mais on a déjà vérifié que notre shift était correct. Donc, si i est égal à 0 dans ce cas-là, donc si on veut faire un shift de 0, donc on va initialiser ça à 0. Tant que k est plus petit que i étant 0, on n'entrera jamais dans la boucle. Donc, notre curseur ne bougera pas, puis c'est probablement le cas qu'on veut. Okay? Donc, voilà, ça conclut là, pour ce qui est... pardon. Et voilà, ça conclut pour l'examen pratique de 2019, puis évidemment la séance de l'atelier 7. Okay? Je vous avais pas lu la remarque, mais je pense que c'est une bonne remarque à faire, surtout maintenant que j'ai regardé les fonctions, que vous allez peut-être trouver difficile à implémenter, puis c'est correct. On va, comme je vous dis, puis j'arrête pas de vous dire en démonstration, on va y travailler beaucoup sur les structures de données là, au fur et à mesure de la deuxième partie de la session. Okay? Donc, la remarque, si vous ne savez pas comment implémenter une des fonctions CO, vous pouvez sans problème faire appel à eux dans d'autres fonctions, en supposant qu'elle a été implémentée, puis qu'elle a été implémentée comme il faut. Okay? Par exemple, juste là, dans Circular Shift, dans la dernière vidéo que je viens de faire, on s'est servi de Circular is empty. Okay? Fait que voilà. Vous pouvez y faire appel, puis en fait, c'est préférable que vous fassiez appel parce que vous gérez des cas qui sont relativement spécifiques à des tailles de structures de données. Puis c'est bien de les référencer à l'intérieur même de d'autres fonctions, okay? Sachant qu'ils fonctionnent tous très bien entre elles. Okay?
Donc, je vous laisse avec ceci. On se revoit évidemment le 29 octobre, comme j'avais mentionné dans la première vidéo. Puis sur ce, je vous souhaite un excellent examen, tout le monde. Merci.